Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour un 14e numéro de Sport Planète, votre magazine consacré à un sport plus responsable. Et à l'heure où les vacances approchent ou sont peut-être déjà là pour certains d'entre vous, eh bien on va voir s'il est possible désormais de voyager, de faire du sport tout en respectant la planète. On en parle dans quelques instants avec nos invités. Voici le sommaire. Qu'est-ce que la Madjack, une marque de micro-aventure dont la mission est de faire voyager les gens en stop, en vélo, en canoë dans des régions peu touristiques mais qui regorgent de lieux à découvrir? Vincent Dry, son cofondateur, va nous raconter. Mais au fait, c'est quoi le tourisme sportif? Est-il de plus en plus éco-responsable? Que recherchent ces touristes adeptes d'une nouvelle forme de voyage? Décryptage avec Frédéric Tin. Elle est grimpeuse de haut niveau, elle pratique l'escalade outdoor partout dans le monde, mais elle ne veut plus prendre l'avion. C'est en train qu'elle a découvert les falaises turques. Nolwenn Berthier est notre éco-aventurière du mois. Eh bien bonjour à tous les trois. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Sport Planète. Évidemment, je vais vous donner à tous les trois la parole dans quelques instants, mais c'est avec vous, Vincent Dry, qu'on va débuter cette émission. Je le disais, vous êtes cofondateur de la Madjack, la micro-aventure éco-responsable. Comment cette histoire a commencé, Vincent? Ça a commencé il y a maintenant 6 ans. Ça a commencé avec une course en autostop qui arrive dans la Creuse. Voilà, on s'est vraiment lancé là-dedans comme on se lance dans un projet avec des copains sans trop réfléchir. L'idée, c'était de faire découvrir un territoire qui est un peu sous-coté, dans lequel on n'a pas l'habitude d'aller. Et c'était déjà de se dire, OK, comment est-ce qu'on vit des aventures sans partir 6 mois à l'autre bout du monde? On était passé, nous, à cette époque-là, la bande de copains avec qui on avait lancé ça, d'un statut un peu d'étudiant, on avait du temps, voilà, où les voyages faisaient partie du quotidien, à un rythme de citadin, avec un boulot, avec des horaires et avec du temps le week-end. Et on s'est dit, en fait, comment est-ce qu'on remet du voyage un peu dans nos vies et comment est-ce qu'on remet du voyage sans prendre l'avion à tout bout de champ. Et donc, ça a commencé avec cette course en stop. Et ensuite, on a décliné ce concept avec des Madjack à vélo, en canoë, en trek, en trail. Donc, il y en a un peu partout en France aujourd'hui. Et l'objectif à chaque fois, c'est de faire découvrir une région. Et dans cette région, des petits coins paumés, quoi, hein, des endroits où on n'irait pas forcément quand on fait entre guillemets, du tourisme de masse. C'est la France des petits villages. Le schéma, c'est toujours le même, c'est de vivre une aventure, de traverser un territoire et d'arriver dans un petit village. Et à l'arrivée, il y a un festival d'aventure, une grande fête de village. Donc la Creuse, le Morvan, la Picardie, le Cotentin, la Loire, c'est que des petits coins un peu perdus, quoi. Alors dites-nous un peu concrètement comment ça marche. On part comme ça à 2, à 4, à 5, à nombreux, et combien de temps? Comment ça se passe? Racontez-nous. Les formats, c'est entre 2 et 5 jours. Donc il y a plein de formats qui existent. Globalement, les gens s'inscrivent soit en groupe, mais il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent solo aussi, puisque c'est très très facile de rencontrer du monde. En moyenne, il y a entre 300 et 3000 participants selon les formats sur Madjack. Donc c'est vraiment des événements collectifs. Il y a ce côté effort-réconfort. Donc vous vivez une aventure, vous vous dépassez. Et puis à l'arrivée, en fait, tout le monde se retrouve, tout le monde fait la fête ensemble, tout le monde assiste à des conférences ensemble. Et donc le contact est super facile. Donc ouais, il y a plein de gens qui vont aussi comme ça sans forcément connaître. Et avec pas forcément d'enjeux sportifs purs derrière? En tout cas, pas d'enjeu de performance chronométrée. Il y a un enjeu de dépassement. C'est quand même des événements qui nécessitent de marcher plusieurs jours d'affilée, de camper sous la tente, de faire 60, 80 bornes à vélo par jour. Enfin voilà, c'est quand même conséquent. Et est-ce qu'on fait du vélo, de la marche à pied, du canoë tout en même temps? Ou si vous avez choisi votre Madjack canoë, vous faites que du canoë? Ouais, non, c'est quand même un format, un sport. Donc le format, généralement, il est ciblé sur une pratique. Et est-ce que les participants, là, toutes celles et ceux qu'on découvre sur ces images, ont une envie à la base quand même de voyager autrement avec ce côté éco-responsable, plus envie de partir justement, ce que vous disiez tout à l'heure, à l'autre bout du monde? Je ne sais pas s'ils viennent pour ça. Ce qui est sûr, c'est que nous, on essaye de leur faire vivre ça. Et de plus en plus, quand même, on sent que dans l'audience à laquelle on s'adresse, ça rentre en compte l'impact que vous avez quand vous planifiez un voyage. C'est une attente pour eux, c'est une attente sur aussi la manière dont on organise.
sur la gestion des déchets, sur ce qu'ils mangent, sur la présence de goodies ou non. Donc oui, on a une audience qui est sensible à ça. Après, je pense que les gens, quand ils réfléchissent à leur loisir, ils pensent d'abord à leur plaisir. Donc nous, notre parti pris, c'est plutôt une approche où en fait, nous, on veut rapprocher ce côté sexy et dire voilà, en fait, ce qui est sexy, c'est aussi la Creuse, c'est aussi de passer un week-end à vélo dans le Morvan. L'exotisme, c'est pas forcément de partir à l'autre bout du monde, quoi. Donc ça, c'est l'idée que nous, on essaye de faire passer, sans forcément être avec un bâton en disant pas prendre l'avion, mais plutôt en montrant que c'est tout à fait possible de vivre des choses fortes à côté de chez soi. Ça pourrait vous plaire, ce genre de petite aventure sur 2-5 jours? Ah bah moi j'imagine déjà une Madjack escalade organisée pour découvrir toutes les belles régions qu'on voit chaque jour, ouais, ça pourrait être chouette. Ouais. Mais on en parle, il faut faire grimper 500 personnes en même temps, mais non mais ouais, c'est vrai que c'est un sport qui pourrait carrément s'y prêter. Ouais. On a des exemples de belles aventures, de belles rencontres, de choses qui sont passées parce que bon, il n'y a pas l'enjeu sportif, il y a quand même la protection de la planète, mais il y a aussi ce côté convivial et collectif. Oui, franchement plein. On a déjà plein de rencontres. Il y a des bébés Madjack, il y a des couples Madjack. Là, on les compte pas. Bon, j'imagine qu'il y a des ruptures Madjack aussi. Ça, on les a pas quantifiées. Non, il y a notamment au niveau des villages, il y a un lien fort qui se crée avec les villages qui accueillent les Madjack. Et on a des participants qui en fait viennent s'installer dans les coins qu'ils découvrent. On a notamment trouvé un médecin qui s'est installé dans un village qui était en manque de médecins dans le Diois. Là. Donc ça, voilà, c'est par exemple quelque chose qui nous fait super plaisir, parce que notre but, c'est aussi de créer du lien entre des gens qui vivent plutôt en ville, qui sont jeunes, et des territoires ruraux, où la moyenne d'âge peut être plus âgée, où c'est pas du tout le même climat social. Dans les autres histoires un peu rigolotes qu'on a sur une course en stop, on a 2 gars qui ont été pris en stop par un skipper qui devait convoyer 8 jours plus tard un bateau dans les Antilles. Et les deux se sont super bien entendus avec le skipper. Ils sont restés ensemble tout le week-end et le gars à la fin leur a dit écoutez les gars, si vous voulez, moi je vous embarque. Vous n'avez pas l'air très heureux dans votre boulot. Il y en avait un qui était au chômage, l'autre qui s'ennuyait dans son taf. Et les deux. Et ils sont partis traverser l'Atlantique. Les deux ont dit oui, et 8 jours après, ils étaient sur un voilier direction les Antilles. Bon, ben voilà, ça fait partie de ces très très belles histoires. Dernière petite question, vous le voyez écrit, ce mot Madjack, ça vient d'où ce nom ? C'est un hommage, en fait. Jacques, c'est un prénom un peu générique pour tous les maires et les mairesses de villages qui nous accueillent. On ne pouvait pas mettre un nom différent à chaque événement, mais du coup, voilà, souvent c'est des personnalités fortes, des gens qui se battent pour leur coin, et donc on voulait leur rendre hommage. C'est un petit clin d'œil pour ces gens-là. Voilà, la Madjack. On va en redire un mot dans quelques instants. Avec Frédéric Tin, on va lancer notre Zoom Éco. Et Frédéric, vous êtes donc l'organisateur du congrès du tourisme sportif, avec peut-être déjà une bonne idée d'embarquer la Madjack sur ce rendez-vous de début septembre, non ? Oui, tout à fait. Je félicite pour l'initiative qu'on avait repérée dans la constitution de notre programme. Et donc, je suis heureux de vous rencontrer. et merci à Sport Planète. Mais effectivement, vous êtes tout à fait dans une des tendances du tourisme sportif, qui est la micro-aventure. Et vous la faites de manière vraiment intelligente, donc bravo. Alors en 2023, Frédéric Tin, quand on parle de tourisme sportif, on parle de quoi ? On parle de vacances, de destinations, de séjours, d'événements aussi, qui sont motivés par le sport. Le sport est dans la société, dans notre quotidien, et il est aussi dans nos vacances. Récemment, une enquête de Atout France et ADN Tourisme vient de montrer que presque 5 millions de Français ont choisi leur lieu de vacances pour l'été 23 avec comme motivation principale le sport. Donc ça, c'est pour la motivation principale, près de 5 millions. Mais vous avez à peu près 3/4 des Français aujourd'hui qui partent en vacances, les partants, qui expliquent que des installations sportives de proximité de leur lieu de vacances, c'est un sujet important pour eux, un critère de choix à un moment ou à un autre. Et dans tout ça, combien sont celles et ceux qui se disent « Ok, je vais faire du sport, je vais partir en vacances, mais je vais faire attention à la planète ».
On n'a pas mesuré encore ce poids-là. Il y a une étude qui vient d'être lancée par le ministère des Sports et la Direction générale des entreprises de Bercy, qui a été confiée à l'Union Sport et Cycle, et qui va permettre de mesurer mieux ce phénomène de tourisme sportif. C'est un chiffre en croissance. Comme je vous le disais, c'est difficile de le mesurer aujourd'hui parce que l'étude n'est pas encore sortie. Mais on peut donner un autre exemple, c'est celui du tourisme itinérant, où on voit dans les études aujourd'hui une croissance du pourcentage de Français qui choisissent des vacances en itinérance sportive. On pense évidemment au vélotourisme, on pense à la randonnée, mais il y a aussi du paddle, du canoë. Il peut y avoir de l'escalade aussi en sujet d'itinérance. Tout est question de propositions aussi d'offres des tours opérateurs. Et justement, ces tours opérateurs, ces professionnels du tourisme, ces offices du tourisme avec lesquels vous travaillez, avancent sur des offres éco-responsables pour qu'on pratique le sport et en même temps qu'on fasse un petit peu attention à ce qu'on fait. Oui, bien sûr. Il y a une vraie conscience des professionnels du tourisme. D'une part, c'est une conscience citoyenne et ensuite c'est une conscience économique. Ils sont pour la plupart sur le terrain, donc ils mesurent les dégâts sur la planète d'un surtourisme ou de vacances de masse. Ils mesurent aussi l'envie des consommateurs, pas forcément de choisir une destination encore pour son caractère éco-conçu, mais déjà d'éloigner, de retirer certaines destinations qui sont dans un engagement, en absence d'engagement éco-responsable. Quand on dit surtourisme, c'est toutes les personnes au même moment, au même endroit, sur un même lieu. Un lieu, par exemple, comme le Mont-Saint-Michel souffre de surtourisme. Vous, avec la Madjack, justement, vous évitez alors, à la fois les lieux très chargés, mais aussi les périodes estivales ou les périodes d'hiver pour la montagne. Clairement, les deux enjeux sur le surtourisme, c'est d'aller chercher des endroits qui ne sont pas trop fréquentés et des saisons qui sont moins fréquentées aussi. C'est vraiment une optique de diversifier les flux, quoi. Donc on essaye au maximum d'aller se positionner. Je prends un exemple. Là, par exemple, on est en train de travailler sur un trek dans le Cotentin avec la Manche. C'est un trek qui va se passer mi-octobre, après la haute saison. Et sur une partie de la péninsule qui est un petit peu moins visitée que la partie occidentale, avec un parcours qui est en rétro-littoral et en littoral, parce que le rétro-littoral, aujourd'hui, c'est plutôt ça qui a besoin d'être mis en valeur que le sentier côtier qui est déjà bien emprunté, quoi. On a parfois... ces agences de voyage, elles ont besoin d'avoir du monde pour rentabiliser leur voyage, etc. Il y a un petit antagonisme là-dedans et il peut y avoir une petite contradiction justement avec le fait de vouloir qu'il y ait moins de monde au même endroit, au même moment. Faut être clair, la France n'a pas basculé dans le tourisme éco-responsable et dans le tourisme éco-sportif responsable comme la mode n'a pas basculé dans l'éco-conception. La fast fashion est toujours bien présente. Maintenant, il y a un vrai développement de conscience et en face, comme dans la mode ou comme dans d'autres secteurs, il y a des agences de touristes, il y a des tours opérateurs, et le leur est un exemple, qui s'engagent réellement dans un développement d'une offre éco-responsable. Avec ce qu'on appelle aujourd'hui le slow travel, et Nolwenn nous en parlera dans quelques instants avec un exemple très concret. Aujourd'hui, c'est ça, on a envie aussi peut-être de faire moins de choses, de le faire mieux, de prendre le temps de faire les choses. C'est une tendance, c'est une niche aujourd'hui malgré tout, de prendre le temps de faire les choses pendant les vacances, qu'il y a toujours cette envie de compenser parfois une vie quotidienne un peu monotone et donc de profiter à fond tout le temps. De profiter à fond tout le temps. Mais oui, le slow tourisme monte, mais vraiment le gros phénomène qui prend vraiment une importance, c'est le tourisme sportif en itinérance. Voilà. Ce dont on a parlé tout à l'heure et qui est pas si loin mais itinérance à vélo ou pas en véhicule carboné. Voilà, mobilité douce, à vélo, à pied, à dos d'âne, en bateau. Le tourisme itinérant fluvial existe depuis fort longtemps en France, mais continue de progresser. Il y a un vrai intérêt pour ce tourisme-là qui est donc itinérant. On n'est pas si loin du slow tourisme. Alors, on a parlé de ce congrès, 11 et 12 septembre, c'est le moment de noter la date, dans le Palais Beaumont, du côté de Pau. Ce sera le premier congrès du tourisme sportif, avec là encore une part importante de toutes ces façons de voyager responsables. Oui, à Pau, on va essayer de rassembler un écosystème de tous les acteurs du tourisme sportif, que ce soit privé, public, associatif, qui veulent aujourd'hui
construire une offre, la structurer. Et donc, on va les aider tous à parler ensemble. Et quand on parle de tourisme sportif, il y a la montagne, le littoral, mais il y a aussi l'urbain, parce que le tourisme sportif en ville, ça existe. Et donc, on va essayer de rassembler tout ce monde-là. On a travaillé avec eux pendant 6 mois sur leur challenge au quotidien pour savoir quels sont leurs besoins. Et je crois qu'ils ont grande envie de parler tous entre eux pour préparer l'avenir avec 2 fils rouges. Le premier, c'est celui de la transition climatique. Tous les acteurs en ont conscience, et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le deuxième fil rouge aussi, c'est d'irriguer les territoires. Et je, encore, vous félicite pour votre initiative parce qu'elle est vraiment dans ce que l'on perçoit aujourd'hui. D'irriguer les territoires grâce au tourisme sportif. Il faut, d'une part, permettre à la vie locale dans les territoires les plus reculés de continuer à être bien présente. Et le tourisme sportif est une aide, comme l'agro-pastoralisme et comme d'autres activités. Et puis, il faut aussi désengorger les endroits qui sont naturellement submergés dans les périodes estivales. Je vais vous faire un clin d'œil à l'actualité assez récente. Lorsque le président Emmanuel Macron parle de repenser les vacances d'été de 3 mois, peut-être que ce sujet qui est effectivement épineux et douloureux peut aider aussi à redévelopper un tourisme sportif durable. Ah ouais, avec des vacances un peu différentes où tout le monde pourrait ne pas être en vacances, peut-être aussi en même temps, ce qui pourrait aider avec toutes ces problématiques. Dans quelques instants, on donnera la parole à Nolwenn qui va nous raconter comment elle pratique son sport et comment elle voyage de façon plus responsable. Mais avant cela, voici les infos en bref de Sport Planète. Après un Tour de France à la nage en 2018, coup de chapeau à Rémi Camus qui a rallié Monaco depuis Calvi à la nage le 20 juin dernier. Un défi de 180 km en autonomie que l'explorateur a bouclé en 14 jours à raison de 4 heures de nage le matin, 4 heures l'après-midi, avec une pause déjeuner sur une petite plateforme qu'il tractait. Son objectif, sensibiliser à la protection des océans, et il y a du boulot. Dès qu'on se rapproche de la côte, on a l'impression d'être dans Star Wars avec des morceaux de plastique qui partent dans tous les sens. C'était impressionnant. Ce sont ses mots à l'arrivée. Des nouvelles de Nicolas Van den Elsken, vous le connaissez bien dans Sport Planète. Il a lui aussi réussi son dernier défi. Non seulement il a réussi, mais il a battu le record qu'il s'était fixé, les 2100 km du GR34, parcouru en 25 jours, soit 2 jours plus vite que le précédent record de Jérémy Dedouet. Lui aussi est assez alarmiste après cette aventure. Les paysages du GR34 sont assez dingues, mais il y a pas mal d'endroits où je n'ai pas pu passer à cause de l'érosion du littoral. Il faut agir vite pour le sauvegarder. Et enfin, les mots de Guillaume Martin, le coureur de la Cofidis avant le départ du Tour de France. « Je n'arrive pas à faire l'économie d'une forme de culpabilité », avouait-il fin juin à nos confrères de l'AFP. Le leader de la formation française se dit en effet tiraillé entre les besoins de son métier et la volonté de réduire son empreinte carbone. Des efforts sont faits, il le reconnaît, mais on peut selon lui aller encore plus loin, réduire le nombre de véhicules lors des courses ou encore revoir les calendriers. Allez, on va maintenant donner la parole à notre éco-aventurière du mois, Nolwenn Berthier. Nolwenn, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes sportive de haut niveau, vous pratiquez l'escalade en extérieur. Et si vous êtes ici, c'est que vous avez décidé de pratiquer ce sport, toujours, partout dans le monde, un petit peu différemment quand même. Tout à fait, c'est vrai que, comme vous le disiez juste avant, en tant que sportive, on peut se poser plein de questions quant à notre pratique parce qu'au final, notre impact au quotidien, il peut être énorme quand on a des besoins de déplacement, notamment parce que c'est de là principalement que vient notre impact. Et c'est vrai que voilà, au quotidien, on peut se dire comment est-ce qu'on peut modifier notre pratique, explorer de nouvelles façons de faire pour voilà, limiter notre empreinte carbone et limiter le réchauffement climatique. Alors vous avez eu cette idée d'aller grimper en Turquie. L'idée, elle a germé un petit peu avant la période Covid, je crois. Tout à fait. C'est vrai que ce projet d'aller en Turquie, il est né de voilà, l'envie d'aller explorer ces falaises près d'Antalya. Et alors c'est vrai qu'il y a quelques années, je n'avais pas forcément cette forte contradiction en moi de ne pas vouloir prendre l'avion. Et j'avais réservé mes billets d'avion pour aller en Turquie avant le confinement. Et en fait, mes billets d'avion étaient annulés à cause du Covid. Et du coup, ça a repoussé le projet, mais c'était sûrement une bonne chose. Alors, comment vous y êtes allé, du coup, là-bas ? Et donc, voilà, petit à petit, le projet a mûri. Je me suis dit, quand même, la Turquie,
doit bien y avoir un moyen d'y aller autrement. Ça paraît loin, mais c'est pas non plus le bout du monde. Et du coup, petit à petit, j'ai réfléchi à tout ça et j'ai repensé à l'Orient Express, ce fameux train qui partait de Paris et qui allait jusqu'à Istanbul, du coup, et qui permettait aux personnes les plus riches à l'époque de faire ce trajet direct. Bon, il n'existe plus l'Orient Express, il n'empêche, vous avez trouvé des trains pour vous emmener jusque là-bas. Exactement, du coup on s'est dit, allez, on relève le challenge de refaire le trajet de l'Orient Express. Et du coup on a regardé un peu les itinéraires et effectivement on a trouvé un train, donc on est passé du coup par le nord, on est parti de Aix-en-Provence. Et on est passé par le nord et on est allé du coup jusqu'à Vienne, ensuite Budapest, Istanbul et ensuite jusqu'à Antalya. Donc déjà un très très beau voyage pour aller jusqu'au bout. Vous êtes arrêté un petit peu entre-temps? On s'est arrêté à Budapest notamment. Et effectivement, on a mixé des trains de jour et des trains de nuit, ce qui nous a permis de voir les paysages défiler le long des fenêtres, ce qui était assez chouette. 6 jours, 4500 km, quelques péripéties et puis une arrivée en Turquie pour aller grimper. Comment ça s'est passé après? Ça s'est bien passé. Ce qui était rigolo, c'est vrai, quand on est arrivé, c'était ce rapport au temps, et vous l'avez un peu chacun évoqué à votre manière. Quand on est arrivé, il y a eu un peu... comment dire, d'un coup, le temps s'est arrêté parce que en fait, ces 6 jours, ils se sont passés de manière très rapide. Et on parle souvent de slow travel, mais au final, pour nous, on l'a vécu comme une immense journée qui s'est déroulée très très vite. Et du coup, c'est vrai que quand on est arrivé, d'un coup, voilà, le temps s'est arrêté et on a repris le cours normal où chaque journée, voilà, on allait grimper, on se reposait, etc. Et où on a pu du coup aller explorer ces falaises qui nous faisaient rêver, donc les différents secteurs près de Gayikbari, Chitibi, tout ça. Et du coup, après, on a repris ce qu'on sait faire plus habituellement, l'escalade. Voilà, vous avez refait de l'escalade, mais en tout cas, vous êtes allé de façon plutôt raisonnable et raisonnée. Ce slow travel, on le sent, hein, ça se développe un peu partout. C'est quand même une vraie grosse tendance sur laquelle un peu tout le monde va devoir travailler dans les années qui viennent, Frédéric. Oui, on note en France pour l'été prochain une hausse des réservations à la SNCF. Et ça, c'est un signe fort, je trouve, de cet engagement éco-responsable des Français pour la préparation de leurs vacances. Après, il faut prendre ça aussi à la juste mesure. J'ai l'habitude de dire que dans la consommation, l'éco-circularité des consommateurs, il leur parle autant le mot éco que le mot éco comme économique circularité. Et je pense que pour les trajets en train, il y a un peu de ça aussi compte tenu du prix de l'essence. Mais qu'importe, l'important c'est le résultat final pour la planète. En revanche, puisqu'on parle d'argent et de prix du voyage, le voyage vous aurait coûté moins cher, Nolwenn, si vous aviez pris l'avion. Tout à fait. Et c'est bien tout le problème de la situation, c'est qu'à l'heure actuelle, ça coûte presque 2 fois moins cher de prendre l'avion pour aller jusqu'à Antalya que de prendre le train. Quel bilan vous tirez de cette expérience, personnellement? J'en retiens voilà, vraiment déjà cette idée en fait, d'aller d'un point A à un point B, c'est vachement plus enrichissant de le faire en ayant plein d'étapes, parce que voilà, on a découvert des cultures. À chaque gare où on s'est arrêté, on a découvert assez brièvement, certes, mais une petite partie de chaque pays. On a vu des paysages défilés qui étaient très différents, auxquels on ne s'attendait pas. Clairement, voilà, traverser la Roumanie et voir des déchets le long des rails pendant des kilomètres et des kilomètres, ça marque les esprits. Arriver en Turquie et découvrir encore une nouvelle culture, voilà, c'était génial. Et puis on retient aussi l'aventure dans ce voyage, parce qu'au final, réintroduire l'aléa dans le voyage, c'est finalement ce dont on se souvient le plus. Et alors oui, on a eu des petites galères, mais c'est ce qui fait les plus beaux souvenirs aussi, quoi. Alors, on a parlé de la Madjak avec Vincent il y a quelques instants, mais vous occupez vous aussi d'un événement qui ressemble un peu dans l'esprit? Tout à fait. C'est vrai que l'idée de réinventer un peu des événements sportifs et d'imaginer des événements qui peuvent inspirer des changements de vie, des changements de consommation, des changements de valeurs peut-être. C'est des choses qui me parlent pas mal. Et effectivement, j'organise le El Cap Fest, un événement qui se tiendra fin septembre à La Rochelle. Qui sera du coup le premier festival escalade et transition, où on va organiser une compétition d'escalade pensée un peu d'un nouveau genre. Ce sera la première compétition mixte en bloc, où les hommes et les femmes donc, seront sur les mêmes blocs au niveau international, et où on intègre les déplacements comme faisant partie prenante de la compétition, pour voilà, inciter les gens à venir de la manière la plus décarbonée possible, et pourquoi pas loufoque, pour montrer aussi que ça peut être...
ça peut être rigolo en fait de s'engager aussi pour l'environnement, quoi. Ça veut dire qu'on marque des points si on vient sans carbone, quoi. Exactement, exactement. Ça peut être un nouveau moyen, hein, peut-être aussi tout à l'heure, on entendait les mots de Guillaume Martin qui évoquait le fait que bon, bah, c'est un peu compliqué aujourd'hui dans la tête de pratiquer un sport tel que le vélo tout en prenant énormément de transport. Peut-être qu'il y a des choses à imaginer dans le sport de haut niveau pour ce genre de défi-là. Dans le sport de haut niveau, comme dans le sport, dans les vacances de masse, imaginons demain des prestataires du sport tourisme, je pense à des hébergeurs, des restaurateurs, qui veulent s'engager dans cette responsabilité environnementale. Pourquoi demain ne pas avoir des tarifs différents par rapport au mode de transport utilisé par leurs clients? Je viens en vacances à Antalya, mais si j'ai pris le train plutôt que l'avion, et si j'ai envie de récompenser ce type de démarche, pourquoi ma chambre d'hôtel ne serait pas un peu moins chère? Pourquoi je n'aurais pas un jus d'orange supplémentaire à mon petit déjeuner? Il va falloir trouver un modèle économique là derrière. C'est très intéressant parce qu'on a discuté exactement de ça avec la personne qui nous hébergeait au camping d'Antalya et qui en fait a vu passer pas mal de gens qui avaient ce genre de démarche finalement. C'était pas une majorité, mais on a notamment retrouvé là-bas des amis qui avaient fait un tour d'Europe à vélo et qui étaient à Antalya en même temps que nous. Ils étaient partis de Marseille à vélo. Et du coup, effectivement, la personne qui gérait ce camping nous a dit bah, ouais, en fait, pourquoi est-ce que je ne ferais pas des tarifs incitatifs aux personnes qui viennent en vélo? Parce que mon business, de par son activité, encourage les gens à prendre l'avion. Dans notre monde actuel, c'est pas viable et lui, personnellement, n'a pas envie non plus de contribuer à ça. Et du coup, il réfléchissait aussi voilà, à ce genre d'alternative. La transition, c'est l'affaire de tous face aux défis climatiques et on ne peut pas compter seulement que sur l'État. Et les entreprises sont bien placées, que ce soit les prestataires, que ce soit aussi les organismes publics et parapublics et les associatifs, pour s'engager tous vers une offre qui mobilise tout un chacun. Et leurs deux initiatives sont en ça fantastiques. Allez, on vous redonne les petites dates. Il y a un mois de septembre chargé. 11 et 12 septembre, on aura le congrès du tourisme sportif à Pau. Et fin septembre, à La Rochelle, le El Cap Fest. Il y aura de l'escalade. Il y aura aussi, évidemment, de la fête. Et puis, bien ces déplacements qui viendront entrer en ligne de compte dans le comptage des points au final. En tout cas, merci pour ces initiatives. Allez, on arrive quasiment à la fin de cette émission. Mais vous le connaissez, hein, la fin, c'est le quiz, évidemment. Et vous allez jouer tous les trois aujourd'hui. Bon, vous êtes tous face à face. Hein. Il n'y a pas d'équipe là. Hein. Vous êtes les uns face aux autres. Les championnats de France de natation se sont tenus en juin à Rennes. Et cette année, pour les nageurs de la team Lucas Sport Planète, soutenus par la Maïf, chaque médaille comptait. Les nageurs ont converti en heures de ramassage de déchets chaque médaille remportée. S'il y avait un titre national, on doublait les points. Et s'il y avait un record de France, on triplait. Est-ce que vous savez combien d'heures de ramassage de déchets seront effectuées? Est-ce que vous avez suivi un petit peu les championnats de France de natation? En toute transparence, je prends un joker. Eh bien, il y aura 36 heures de ramassage de déchets, puisqu'il y a eu 19 médailles, 8 en or, 3 records de France battus dans la team de nageurs de Philippe Lucas. Et ces heures de ramassage seront effectuées sur les plages de Corbière à Marseille lors du World Cleanup Day le 16 septembre prochain. Action éco-citoyenne qui sera effectuée en collaboration avec l'association Un déchet par jour. Voilà. Allez, on va parler maintenant des 24 heures du Mans, si vous le voulez bien, la célèbre course d'endurance qui a fêté ses 100 ans cette année et qui veut réduire son empreinte environnementale. Qu'est-ce qui est prévu, selon vous, à partir de l'édition 2025 ? J'ai 3 propositions, il y en a une de bonne. La création d'une catégorie de voitures qui fonctionne à l'hydrogène, les casques et les combinaisons des pilotes fabriqués en matière recyclée ou les spectateurs de la course qui auront un ticket repas offert s'ils viennent en transport en commun. Je dirais la une. Ouais, moi je dirais ça aussi. Ouais, c'est ça exactement. Ce sont les voitures qui vont fonctionner à l'hydrogène. Il y a déjà des prototypes qui sont sur les pistes et eh bien, ça va arriver prochainement pour cet événement. Plusieurs actions pour la planète réalisées pendant le tournoi de Wimbledon. On parle de tennis. Maintenant, à l'attention, je vous en donne 3. Il y en a une qui est fausse. Un écran 100% green mis en place pour les annonceurs qui souhaitent mettre en avant leurs produits respectueux de l'environnement. Le premier tournoi du Grand Chelem à interdire l'utilisation de sacs en plastique pour recouvrir les raquettes. Ou, depuis l'an dernier, chaque ace réalisé pendant le tournoi qui est converti en euros avec 250 000 euros accumulés l'année dernière. Alors, l'écran, l'interdiction d'utiliser les sacs plastiques ou les aces convertis en euros. Laquelle est fausse ?
Ah, il y en a une de fausse. Il y en a une de fausse. L'interdiction des sacs en plastique. Non. ça, c'est J'espère bel et la bien première. vrai. Non, ça c'est bel et bien vrai. En revanche, les ACE ne sont pas convertis en euros, mais ça pourrait être une idée pour effectivement financer des projets en faveur de la planète. On va rester dans la banlieue londonienne et ce sera la dernière question. Combien de litres d'eau sont utilisés en moyenne à Wimbledon pour arroser les gazons? Là, il faut me donner un chiffre. Hein. Sur la durée du tournoi. Sur la durée du tournoi. Litres. Sur les 2 semaines du tournoi, combien de litres? Pouah, ça doit se compter en dizaines de milliers de litres. Je sais pas, je dirais 50 000 litres d'eau. Un petit peu moins quand même. Allez, 25 000. 13 000 litres. 13 000 litres d'eau consommée lors des 2 semaines du tournoi de Roland-Garros. Donc voilà, un tournoi évidemment sur herbe, mais qui a encore quelques efforts à faire dans ce domaine. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. On va souhaiter à toutes celles et ceux qui nous regardent de très belles vacances sportives et responsables. On vous a donné plein d'idées sur ce plateau, la Madjack, le festival, le congrès. Donc voilà, renseignez-vous et partez au vert, mais en protégeant notre planète. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite à la rentrée. Merci beaucoup.